Vous avez pu voir le film, vous, ou pas encore? Moi, j'ai pas vu le film encore, mais j'ai rencontré l'héroïne du film, Irène Frachon, qui est quelqu'un avec qui j'ai parlé. J'ai lu son livre. Voilà. Et donc, ça nous amène à évoquer cette terrible situation des médicaments qui ont parfois des effets secondaires extrêmement graves et qui, parfois, ne sont pas retirés assez vite. Des fois, il y a négligence en tout cas. C'est un peu de tout ça qu'on voulait parler. Voilà. Alors, tous les médicaments efficaces ont forcément ce qu'on appelle les effets principaux. C'est ceux qu'on recherche. Et puis les effets secondaires, ceux-là, on n'en veut pas. Un médicament dont on vous dit qu'il n'a pas d'effet secondaire, c'est qu'il marche pas. Parce que même un médicament placebo, il peut avoir un effet, si vous voulez, négatif. Par exemple, vous donner mal à la tête. Quelque chose de subjectif. Alors, l'aspirine donne des allergies, ça on le sait. Les vaccins peuvent donner, par exemple, quand c'est le vaccin contre la polio, il y a une forme atténuée, ça peut donner une vraie polio. C'est très rare, c'est plus rare que la poliomyélite elle-même, donc on accepte de courir ce risque. Oui. Mais parfois, les industriels mettent sur le marché des médicaments qui, eux, montrent qu'ils ont des effets secondaires graves seulement si on en donne à beaucoup de gens. Et par exemple, c'était le cas d'un anti-inflammatoire qui s'appelait le Rofecoxib, ou Vioxx, ça c'était son nom de... Ah oui, Vioxx. Le Vioxx. Et le Vioxx avait été commercialisé en disant c'est un anti-inflammatoire extraordinaire, et puis on s'était rendu compte que ça donnait des infarctus du myocarde, c'est-à-dire des crises cardiaques et des accidents vasculaires, et il a été commercialisé entre 1999 et 2004, mais il y a eu quelque chose comme... 100 000 morts sur la planète entière à cause de ça. 100 000 morts. Je me rappelais pas que c'était aussi considérable. C'est considérable. Et il y a un autre médicament récemment, alors c'est le médicament dont il est question dans la fille de Brest, qui s'appelle le Mediator, qui était commercialisé essentiellement en France parce que les autres pays dans lesquels il a été commercialisé l'ont vite retiré du marché, mais il est resté commercialisé en France pendant très longtemps. Ça s'appelait donc le Mediator, et c'était ce qu'on appelle un coupe-faim, une amphétamine. Et ça provoquait des lésions cardiaques, en particulier des lésions valvulaires extrêmement graves. Mais quand vous êtes un coupe-faim, donc on prescrivait ça à des gens qui voulaient simplement perdre du poids? En fait, le laboratoire s'était arrangé pour le faire intituler autrement dans l'autorisation de mise sur le marché. On disait pas que c'était un coupe-faim. Les médecins le savaient parce que les visiteurs médicaux le disaient aux médecins, et ils le prescrivaient à des personnes qui étaient en surpoids, alors qu'ils n'auraient pas dû, parce que c'était en principe un médicament qui était donné en diabète dans certaines indications, mais ils le donnaient par excès, et en particulier à des femmes, parce que c'était surtout les femmes qui demandaient les coups-de-faim. C'est à elles qu'on en donnait, et donc les victimes sont essentiellement des femmes. Ce qui m'amène au sujet un peu plus précisément concentré sur les femmes et sur les femmes enceintes, c'est que l'un des effets dangereux des médicaments qu'on peut prendre, c'est quand il est pris par une femme enceinte, il peut avoir des effets sur l'enfant à naître. Alors, il y a des exemples très connus qui sont par exemple le thalidomide. Dans les années 50, on donnait du thalidomide aux femmes qui avaient des nausées très importantes en début de grossesse. Et puis très vite, on s'est rendu compte que ça donnait des malformations graves, c'est-à-dire que les enfants naissaient sans membres. Il y a, si vous voulez voir une description extrêmement réaliste de cette situation, il faut regarder la série appelée La Sage-Femme, Call the Midwife, en anglais, c'est une série de la BBC, qui doit être diffusée au Québec. Je ne sais pas si c'est sur Télé-Québec. Oui. C'est une série extraordinaire et il montre exactement ce qui s'est passé. Ah oui, d'accord. Ah bon, et on voit le médecin qui en toute bonne foi prescrit du thalidomide à des femmes qui ont des nausées très intenses en début de grossesse, et puis qui observe quand les femmes accouchent qu'il y a des enfants qui sont mal formés. Oui, mais ça a duré quand même ça a duré un certain moment. Il y a quand même eu au Québec, au Canada, beaucoup de victimes de la thalidomide. Il y a même eu récemment un règlement. Là. Voilà. Alors, il y a un autre médicament qui aussi a défrayé la chronique, comme ce qu'on appelle le DES, le diéthylstilbestrol. Ça s'appelait Distilben. C'est un médicament qui lui était donné pour éviter les fausses couches. C'est-à-dire que on redoutait les fausses couches précoces chez les femmes, alors que maintenant on sait qu'il y a un très grand nombre de fausses couches qui sont physiologiques, c'est-à-dire qu'en fait ça consiste spontanément à éliminer un embryon qui serait pas viable. Mais pour éviter les fausses couches à répétition, on en donnait, et ça a donné des effets secondaires extrêmement graves, parce que ce sont les enfants eux-mêmes qui, étant nés, ont présenté des symptômes. Par exemple, des stérilités, par exemple des cancers du vagin, par exemple même chez les garçons, il n'y avait pas que les filles qui étaient atteintes, des cancers ou des malformations des organes génitaux. Et maintenant, on commence à observer des anomalies chez les petits-enfants des femmes qui ont été traitées. Oui, parce qu'il y a certaines anomalies qui sont transmises par les parents.
Et des anomalies qui se répètent d'une victime à l'autre. Donc, on peut pas dire que ce sont les anomalies qui auraient amené le corps à expulser l'embryon défectueux. Non. C'est vraiment dû aux médicaments. C'est vraiment dû aux médicaments, et puis ça a été démontré parce que dans les pays dans lesquels on a arrêté la diffusion du Distilben, il n'y a plus d'anomalies de ce genre. Tandis que, par exemple, en France ou au Canada, par exemple, le médicament a été interdit en 70. En France, on a continué à le prescrire jusqu'en 77. Eh ben. Voilà. Alors, le problème récent, qui est aussi en France, qui est un pays dans lequel il y a beaucoup de problèmes sur justement la surveillance des effets des médicaments, c'est un médicament qui s'appelle le valproate. Le valproate, c'est un antiépileptique. Ça n'est donné qu'à des femmes qui font des épilepsies pour éviter qu'elles fassent des crises. Pourquoi qu'à des femmes? C'est pas aux hommes? Non, c'est donné aux hommes aussi. Mais le problème, c'est que c'est dangereux pour la grossesse. Ah bon, on reste dans le champ de la grossesse. Donc là, en principe, quand une patiente est épileptique et reçoit du valproate, elle devrait recevoir du médecin une information très précise, et puis du laboratoire aussi, une information très précise disant si vous envisagez d'être enceinte, il faut changer de traitement. Alors ça peut, en général, quand on envisage d'être enceinte et qu'on a une contraception, ça peut se prévoir. Si vous n'avez pas de contraception, il vaut mieux en prendre une pour éviter d'être enceinte pendant que vous prenez le traitement, etc. Mais cette mise en garde-là est peu faite. Et le problème, c'est que cette mise en garde a été très mal faite, alors qu'on sait qu'il y a des effets sur l'embryon depuis 1980. Depuis 1980. Depuis le début des années 80. 5 ans et plus. Et on sait que les enfants qui naissent après avoir été exposés au valproate ont des déficits cognitifs. Oh. Il y a des formes d'autisme, etc. Il y a des anomalies du tube neural, c'est-à-dire des anomalies anatomiques assez graves. Et le laboratoire a alerté les autorités sanitaires en 2003 pour demander une modification de la notice d'information, en 2003 seulement. Le problème, c'est que la notice n'a été modifiée en France qu'en 2006, mais d'après une étude toujours menée en France, il y a eu plus de 14 000 femmes enceintes qui ont été exposées au valproate entre 2007 et 2014. Mais comment ça se fait, Marc Zaffran? C'est un pays riche, qui a un système de santé qui est réputé quand même et tout. D'où vient la négligence? Alors, c'est une négligence à laquelle il faut faire attention dans tous les pays. C'est une négligence qui est liée à deux choses. Premièrement, au fait que beaucoup de médecins, même dans des pays développés, ne sont pas informés, alors qu'aujourd'hui on a des moyens rapides d'informer les médecins, ils ne sont pas informés en temps réel et tout de suite. Deuxièmement, les médecins eux-mêmes n'ont pas été formés à chercher des informations de ce genre et à lire les informations de ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, qui est beaucoup plus grave, c'est que les industriels ont tendance à masquer ce genre d'effet. Parce que quand ils observent un effet secondaire qui est grave mais qui est rare, ils se disent, dans le tas, ça va pas se voir. Le problème, c'est que quand il y a 8, 10 000, 20 000, 100 000 personnes qui sont atteintes, là, ça finit par se voir. Mais le laboratoire a fait des profits extraordinaires. Et par exemple, quand on pense au Vioxx, le laboratoire avait tellement vendu de médicaments qu'ensuite il a provisionné un compte pour rembourser les gens qui faisaient un procès, pour les indemniser. Ça lui a coûté moins cher d'indemniser a posteriori que d'éviter des problèmes. Vous êtes en train de nous dire que le laboratoire savait qu'il y avait potentiellement ce problème. Oui. On a gardé de l'argent de côté pour pouvoir... Et ça a été prouvé. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, les industriels, vous savez, les industriels du médicament, ils ont pour fâcheuse tendance, quand ils font faire des essais sur les médicaments, à cacher les résultats qui sont négatifs ou qui sont défavorables au médicament. Et les résultats négatifs, ça peut être, c'est pas mieux que le médicament de référence. Mais ça peut être aussi, j'ai des effets secondaires graves. On a vu ça avec certains antidépresseurs. Oui. On avait observé, par exemple, que des gens qui recevaient ces antidépresseurs passaient à l'acte et faisaient des tentatives de suicide, ce qui était quand même embêtant pour un antidépresseur. Oui. Bon, et tout ça, ça avait été caché. C'est ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si c'est peu fréquent, quand on quand on fait l'essai sur un petit nombre de personnes sur qui on expérimente, si c'est peu fréquent, ils veulent pas en tirer la conclusion que ça va être très important ensuite quand ils vont le donner à beaucoup de gens. Ils ont intérêt à le commercialiser, à faire beaucoup de profit, puis ensuite, s'il y a quelqu'un qui fait un procès, on l'indemnisera. Mais quand on est rendu comme avec le valproate, avec des milliers, ça a même dépassé la dizaine de milliers de femmes exposées, oui. De femmes exposées, de victimes, d'enfants qui ont des séquelles, à un moment donné, il n'y a pas un recours collectif ou un procès... C'est en principe ce qu'on devrait faire. Le problème, c'est qu'il y a des pays dans lesquels c'est
compliqué. La France est un de ces pays-là. Pourquoi? En raison du système judiciaire. C'est très difficile de faire un recours collectif. Ça fait pas très longtemps qu'on peut faire ça. Et ensuite, on l'a bien vu, par exemple, avec le Mediator, et c'est raconté dans la fille de Brest, même quand on fait un recours collectif, comme pour montrer, par exemple, qu'une personne a été effectivement lésée par un médicament, il faut des expertises. Et l'immense majorité des experts médicaux en France, ils émargent à l'industrie pharmaceutique. Ils sont en partie payés par l'industrie pharmaceutique. Donc même s'ils émargent pas chez le labo qui lui-même vend ce médicament, leur labo leur dit non, tu dis pas du mal du médicament parce que autrement ça va être dans l'autre sens un de ces jours. Il y a un problème des spécialistes qui littéralement se vendent à l'industrie et qui ensuite sont liés à l'industrie par des intérêts, par des conflits d'intérêts, par des intérêts financiers. Il y a un problème énorme, c'est que après on trouve plus d'experts qui soient des experts indépendants. Donc la seule possibilité de réduire les méfaits, c'est vraiment, et vous avez dit que ça manque un peu, c'est de mieux former les médecins à cette vigilance. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'il faut former les médecins, il faut les conscientiser. Et il faut conscientiser les médecins dès maintenant, c'est-à-dire non seulement ceux qui sont en exercice, mais ceux qui veulent devenir médecins. Mais il y a une autre manière de le faire, c'est qu'il faut que la population elle-même soit très vigilante. Quand une femme est enceinte, mais ça peut être quand n'importe quel patient prend un médicament, avant, c'est jamais urgent de prendre un médicament quand on est en ambulatoire. Ça peut l'être quand on est à l'hôpital, mais pas quand on est en consultation avec son médecin. Renseignez-vous. Lisez les notices, allez faire un peu des explorations sur Internet parce qu'il y a des banques de données très fiables qui vous disent quels sont les effets secondaires des médicaments. C'est rare, c'est un médecin qui nous dit allez voir sur Internet. Mais bien sûr, faut quand même faire attention parce que sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi qui entoure les médicaments. Encore une fois, je dis, il y a des banques de données très fiables. Il faut apprendre à les chercher. Ouais, Néanmoins, il y a une chose qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que quand vous avez un site, des sites de citoyens qui vous disent il y a des problèmes avec tel médicament, c'est de bonne guerre de faire attention. C'est de bonne guerre tout simplement de demander au médecin donnez-moi le médicament de référence le plus ancien. Parce que celui-là, on connaît ses effets secondaires depuis longtemps. C'est de bonne guerre de ne pas prendre un médicament nouveau s'il y a une version ancienne qui peut faire exactement la même chose. La nouveauté, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux dans le domaine de la médicamentation quotidienne. Et c'est une bonne guerre en général, mais ce que je retiens aussi, c'est que c'est non seulement de bonne guerre, mais c'est indispensable quand on est enceinte. Voilà. Oui, c'est indispensable quand on est enceinte. Cette vigilance-là de la part de la personne elle-même, des médecins. Et c'est indispensable quand on est une femme, qu'on a une maladie chronique qui doit être traitée et qu'on envisage d'être enceinte un jour, de poser toutes les questions qu'il faut avant d'envisager une grossesse sur les médicaments qu'on prend. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous. Très intéressant.